au CEP pour l'honneur de pouvoir intervenir ici. Merci à toi, Fleur. Et j'ai le plaisir de vous parler de l'agilité, en fait, de quelque chose qu'on a découvert ces dernières années à Puy, dans le domaine du management de projet. Alors Puy, c'est une ville de 18 000 habitants, c'est une petite ville à l'est de l'agglomération lausannoise, c'est un pôle secondaire, une porte d'entrée de l'agglomération. Ce matin, on a vu des organisations comme les services industriels de Genève, on a vu le CHUV, on a entendu le CHUV, où il y a des centaines, voire des milliers de collaborateurs. Là, on n'est plus du tout à la même échelle. Je vais vous parler de façon assez subjective. Ce que je vais vous dire, ça ne s'applique pas forcément à toutes les organisations. C'est plutôt un partage d'expériences. Et comme c'est l'après-midi et que vous avez déjà écouté beaucoup de choses, je me suis dit, je ne vais pas trop vous fatiguer avec des grands concepts, etc. Je vais plutôt vous raconter trois histoires. Trois histoires qu'on a vécues à Puy. Alors la première histoire, il était une fois l'histoire du e-permis de fouille. Voilà. Donc, cette histoire commence par une grosse explosion. Alors, à votre avis, qu'est-ce que c'est que cette explosion? Conduite de gaz, presque, c'est effectivement, ça a à voir avec les réseaux souterrains. Alors c'est en fait un ouvrier qui donne alors je vous rassure, c'est un mannequin, c'est pour la démonstration. C'est un ouvrier qui donne un coup de pioche sur une ligne électrique à moyenne tension. Donc ça fait un arc électrique d'environ 10 mètres de haut, avec un fort dégagement de chaleur. Et vous imaginez bien que s'il y a des personnes au droit de cet arc électrique, elles sont vraiment en danger d'être grièvement blessées, voire de mourir. On a eu deux événements comme ça puis ces 10-15 dernières années. Une fois, il y a eu l'arc électrique. Heureusement, l'ouvrier était protégé de sa pelle mécanique. L'autre fois, alors c'était le miracle parce qu'il y avait plusieurs personnes dans la fouille où ils ont attaqué une ligne à moyenne tension au marteau-piqueur. Ça a fait sauter tout le réseau. Heureusement, il n'y a pas eu d'arc électrique. C'est le disjoncteur qui a sauté. On a eu beaucoup de chance. Donc vous voyez que là, il y a un enjeu de sécurité. C'est pas le seul. Pourquoi? Parce que, pour la ville de Puy, parce que, en fait, entre autres, on est en charge du domaine public. Et lorsque les entreprises viennent faire des excavations sur notre domaine public, eh bien, on va délivrer un permis de fouille qui analyse en fait l'endroit où l'excavation est demandée, qu'est-ce qu'il y a comme type de réseau souterrain dessous, et puis qui donne toutes les instructions nécessaires à l'entreprise pour minimiser justement ces risques. Alors, il y a quelques années, il y a environ 5 ans, en fait, on s'est rendu compte que notre procédure de permis de fouille, elle ne fonctionnait plus très bien. D'une part, d'autre part, avec le déploiement des réseaux à haut débit Internet, type fibre optique, etc., on avait une explosion du nombre de demandes de permis de fouille, et la direction a demandé que soit réétudiée cette procédure. Alors, pour ce faire, on a réuni, en fait, comme ça, en première approximation, on pourrait se dire, bon, le service dans lequel je travaille, c'est le bureau technique, donc tout ce qui est chantier, et les services industriels, puis on a le cadastre. Donc, en première approximation, on se dirait, bon, là où je travaille, c'est la DTSI, ça s'appelle. C'est bon, la DTSI, ils vont s'occuper de ça. Puis en fait, en analysant l'organigramme de la commune, on s'est rendu compte que toutes les directions de la commune étaient touchées de près ou de loin par ce permis de fouille, ce qui peut sembler assez étonnant, et que ça touchait 16 entités. Donc ce qu'on a fait, la première chose qu'on a fait, c'est qu'on a réuni toutes ces entités dans une salle pour leur dire, bon ben voilà, on va refaire le permis de fouille, c'est vous qui êtes les acteurs de ce permis de fouille, comment vous voulez procéder. Et puis, ça c'est une chose, puis l'autre chose, en fait on avait toutes sortes de niveaux hiérarchiques, c'est-à-dire qu'on avait des chefs de service, on avait des informaticiens, juristes, services de la communication, les réseaux techniques, des ingénieurs, etc. Et une personne, ou même la personne la plus importante, alors je ne peux pas dire son nom parce qu'elle est très modeste, je ne veux pas que j'ai son nom, mais elle est d'accord, je vais mettre sa photo quand même, c'est notre réceptionniste. Pourquoi? Parce que dans l'ancienne procédure,
c'est elle qui accueille le demandeur qui dit ah, j'aimerais venir faire une fouille avec lui. Ensuite, c'est elle qui va remettre le permis de fouille. Et surtout, c'est elle qui a tout le loisir d'observer une fois sur 100, 99 fois ça se passe très bien, puis une fois sur 100 ça se passe mal. Les chefs de service qui courent vers la droite, les techniciens qui courent vers la gauche, le téléphone qui sonne, personne ne sait où est la fouille, qu'est-ce qui se passe, pourquoi il y a le problème, qu'est-ce qui a sauté, etc. Donc en fait, c'est la personne clé pour cette procédure, pour élaborer cette procédure de permis de fouille. Donc là, on voit qu'au niveau hiérarchique, on ne penserait pas non plus forcément que c'est la réceptionniste qui est la personne clé. Bon, quelques mois plus tard, après, on a fait des ateliers, 4-5 ateliers d'une matinée, pour élaborer cette procédure. Alors, au final, on s'est retrouvé avec un poster A0, donc il faut avoir un plotter pour juste imprimer la procédure, avec 4, alors ça tombe bien parce qu'on en a un, donc voilà, avec 4 grandes phases. Il y a la phase de demande du permis de fouille, ensuite on va faire l'analyse de la demande, ensuite il y a la sécurisation du chantier, puis il y a le suivi et le contrôle. Tout ça, ça demande pour le demandeur, donc l'entreprise en général, ou le citoyen, il peut saisir 65 informations potentielles pour cette procédure. Mais il y en a 24 qui sont obligatoires. La ville de puits, c'est une chose, mais il n'y a pas que les réseaux de la ville de puits, il y a aussi les réseaux de la ville de Lausanne, avec l'eau potable, le gaz, il y a Swisscom, il y a Cablecom, il y a les TL, il y a les CFF, et toutes ces entreprises, toutes ces organisations, elles doivent être informées du fait qu'il y a un permis de fouille. On voit que ça déborde largement d'une petite ville. On a, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a 16 services payants qui sont impliqués. Il y en a 7 qui doivent valider, ça veut dire qu'ils doivent vraiment analyser le permis et noter ce qui est à faire lors du chantier. On a 10 jours de délai pour faire ça. On doit communiquer en interne, c'est-à-dire qu'en interne, les équipes techniques, elles doivent avoir toutes les informations, mais aussi en externe, c'est-à-dire que le citoyen, s'il fait un barbecue un dimanche dans son jardin, et puis qu'il y a une entreprise qui arrive avec un marteau-piqueur, eh ben, il doit pouvoir savoir à qui s'adresser le dimanche pour et voir si cette entreprise elle a vraiment l'autorisation de venir faire ce chantier à ce moment-là. Et puis finalement, des contrôles des chantiers de fouille. Voilà quelques éléments. En regardant ça, donc là on avait terminé le projet, voilà, clôture de projet, puis avec mon collègue responsable des services de la géoinformation, on regarde cette procédure, puis on se rend compte, mais en fait il y a énormément de petites actions qui sont chronophages, qui sont inintéressantes pour les collaborateurs et qu'on pourrait numériser. On se dit, ouais, ça serait quand même bien de numériser en fait, il faut qu'on numérise cette procédure. Alors je me rends à la direction du service, je dis voilà, clôture du projet, par contre ça serait bien maintenant de lancer un autre projet qui serait numériser cette procédure. Ils n'étaient pas spécialement enchantés, ils nous disent ouais mais ça on peut faire dans quelques années, puis je dis mais maintenant tout le monde est chaud, tout le monde sait où on en est avec cette procédure, si on attend 2-3 ans, le soufflet il va retomber et puis on ne le fera pas. Bon ok, par contre, on ne peut pas donner comme ça de l'argent pour numériser cette procédure. Il faut trouver il faut aller te renseigner auprès des autres communes pour savoir s'ils ont un peu le même intérêt. Très bien. Donc, voilà, l'idée avait démarré de faire un e-permis de fouille, cette fois, donc un permis de fouille électronique. Je prends le téléphone. On avait déjà en fait une collaboration sur le développement d'une plateforme pour la diffusion de nos plans avec différentes villes, un guichet cartographique. Donc j'ai repris la liste de tous les bailleurs et les contributeurs de ce logiciel et j'ai appelé en disant voilà, nous on aimerait numériser notre procédure de permis de fouille, est-ce que vous êtes intéressés Quoi Vous voulez numériser les permis de fouille? Mais c'est incroyable, c'est vraiment l'objectif de l'année. Et puis chaque fois que j'appelais, c'était c'est où cette séance? Dites-nous. Alors nous, oui, on vient tout de suite, on est très très intéressés. En fait, c'est tout simple. Je pense que Swisscom est en train de déployer sa fibre optique dans toute la Suisse. Tout le monde était confronté au même problème. Donc voilà, on se réunit, je dis venez à Puy, il y a peut-être 25 à 30 personnes. Et puis je leur présente le fameux poster A0 avec toute la procédure. Je dois regarder cette belle procédure.
faites en mode collaboratif, c'est extraordinaire, j'étais assez sûr de mon coup. Puis je dis, bon, bah alors qui c'est qui souhaite financer cette numérisation? Silence total. J'étais là, attendez, vous êtes venus de Neuchâtel, de Nyon, de Montreux, d'Yverdon, et puis là, il y a quelqu'un qui dit, mais le problème, c'est que dans les communes, on a tous des organisations différentes, tous nos systèmes informatiques ils sont différents, toutes nos procédures sont différentes, on ne peut pas financer la procédure du puits. Puis là, c'était le silence, vraiment l'enthousiasme est tombé à zéro. Bon, moi je me suis assis, puis ce qui était rigolo, c'est que les villes ils étaient venus en général à deux, c'est-à-dire qu'il y avait l'informaticien et le technicien. Et puis c'est comme si chaque ville s'était regroupée comme ça, ils étaient là, puis ils ont commencé, tout le monde a commencé à discuter à deux comme ça, ouais, qu'est-ce qu'on peut faire, mais tu crois pas qu'on pourrait quand même prendre un bras sur le puits, mais non, ça joue pas, j'ai tel truc et ça. Ça a duré 5 minutes, 10 minutes, moi je ne savais pas quoi faire, donc voilà, et puis tout d'un coup, il y a vraiment eu comme une ampoule qui s'est élevée au-dessus de la table de conférence, et il y a quelqu'un qui a dit, mais il ne faut pas financer la procédure de puits, la numérisation de cette procédure. Ce qu'il faut financer, vu qu'on a tous des procédures différentes, il faut qu'on finance le logiciel qui nous permet de paramétrer n'importe quelle procédure. Bon, je me suis levé, je me suis dit, bon, qui c'est qui est intéressé par financer ce logiciel? Tout le monde a levé la main, en 2 minutes, c'est bon, les fonds ils étaient trouvés, tout était financé, et puis départ pour la programmation de ce logiciel. Donc là, ce qu'on voit, c'est l'intelligence collective. C'est-à-dire que la direction, s'ils avaient dit, bon écoute, on a trop d'argent à puits, donc c'est très bien, vas-y, fais toi-même, fais ce développement informatique, il aurait coûté plus cher, il aurait été beaucoup moins bon. Voilà, donc les partenaires, il y avait Morges, Nyon, Cartor-Riviera, Yverdon, Lausanne, puis Canton de Vaud, Canton de Neuchâtel. Puis en fait, il y a cette première partie qui était une modélisation de la procédure, puis après il y avait une autre partie qui concernait le traitement des données sur un système d'information géographique. Alors là, je dis, bon, qui c'est qui est intéressé aussi par paramétrer, faire le module sur le système d'information géographique. Puis là, il y a Morges qui a timidement levé la main, il se dit, bon, ok, on prend la même procédure que vous. Bon, voilà, les coûts, ils étaient déjà divisés par 2, donc c'était quand même intéressant. Puis quelques mois plus tard, on s'est rendu compte que c'était bien d'avoir un super entonnoir qui permet de prendre toutes les données, une moulinette, mais on n'avait rien pour imprimer les documents, donc on a aussi fait une recherche de fonds pour un module d'impression de documents complexes. Et puis là, alors ce qui est incroyable, c'est que, donc ça c'est les Rösti, on a franchi le Rösti Graben. Il y a Bâle, Lille qui a mis de l'argent, Bâle Campagne. Et puis le sommet du blues, pour les Suisses romands, c'est que même un canton primitif peut financer un bout du logiciel. Donc au final, ça a coûté 172 000 francs. Pour Puy, nous on a payé 52 000 francs et il y a 120 000 francs de cofinancement qui sont arrivés des autres organisations. Alors en fait, il n'y a que Morges qui a repris vraiment les 3 modules. En fait, par exemple, les Suisses allemands, eux, ils étaient intéressés uniquement par le module d'impression. Donc, ils ont pris le code pour le module d'impression et l'ont utilisé pour un autre logiciel. De même, pour la paramétrisation des procédures, on peut l'utiliser pour plusieurs types de procédures. Voilà. Donc, et puis finalement, on a été nominé au premier prix de l'innovation au IC 2018, donc c'est l'infrastructure communale suisse, c'est une émanation de l'Union des villes suisses, et puis on était nominé avec deux autres organisations. Donc c'était chouette parce que c'était reconnu ce projet, puis ce qui avait été sympa, c'est que sur le prix, le papier qui nous était remis, il n'y a pas seulement Puy, c'est Puy et Morges. Donc on voit le côté collectif aussi dans la remise du prix. D'ailleurs, ils nous ont offert un bon pour aller faire une journée de kayak, je ne sais pas quoi, donc on va aller faire une sortie avec les 2 villes pour fêter ce prix ici au mois de juin. Voilà, donc c'était la première histoire, c'était l'histoire
l'histoire des permis de fouille. Donc ce qu'on voit, c'est que d'une part, au niveau spatial, on sort de puits. Tout à l'heure, on parlait de... Pierre, tu parlais des Fribourgeois. Là, en fait, on sort non seulement de puits, on va vers les autres villes vaudoises, mais on va aussi vers les autres cantons, même on va au niveau national. Et puis on ne reste pas seulement au niveau des villes, on va aussi au niveau cantonal. Donc ça, c'est intéressant au niveau hiérarchique, il y a comme une espèce de perméabilité. Et puis au niveau spatial, est la question d'intelligence collective et de la mutualisation des finances. Deuxième histoire, la fabuleuse histoire de l'Observatoire de la mobilité. Alors, il y a de ça 5 ans maintenant, je vais essayer de passer mon petit film. Donc il y a quelques années, il y a 5 ans de ça, c'est un peu, vous savez qu'on dit le pétrole du XXIe siècle, c'est les données. Donc Swisscom, ils ont un centre de recherche avec ce qu'on appelle des scientifiques des données, des data scientists. Ils se sont dit, tiens, qu'est-ce qu'on peut faire avec nos données? Donc en fait, ça c'est la région de Zurich, on voit le lac de Zurich ici. Et puis là c'est l'heure, là c'est 6 h du matin. Ils ont cartographié les déplacements de leurs clients, donc les cartes SIM, dont la région de l'agglomération de Zurich, entre minuit et 8-9 h du matin. Donc là on arrive vers l'heure de pointe. Voilà, donc bon, c'est sympa, c'est joli. Qu'est-ce qu'on peut tirer de ça? Peut-être une certaine esthétique. On peut se dire que ça a l'air d'être vachement compliqué de gérer la mobilité. Comment est-ce qu'ils font pour passer sur le lac avec des trains? Voilà. Mais à part ça, on ne sait pas trop comment faire. Parce qu'en fait, ça, c'est ce qu'on appelle le big data. Donc, c'est les données de masse. Il y a 20 milliards de données qui sont manipulées chaque jour dans le cadre du projet dont je vais vous parler, par Swisscom. Et puis tout le challenge, c'est passer du big data au smart data, c'est-à-dire la donnée, ou le résultat plus que la donnée, l'indicateur qui va m'être vraiment utile pour mes besoins. Bon, ça c'était en mars 2014. En décembre 2014, mon chef m'appelle et me dit « Ah, il y a un congrès à Bâle sur le Smart City, il faudrait que tu y ailles et tout ça. » En fait, moi je voulais y aller, mais je me suis dit, j'ai trop de trucs, j'y vais pas, ça va me disperser. Mais j'avais quand même très envie d'y aller. Alors, vu qu'il me dit d'y aller, j'étais tout content, je sais pas où j'y vais. J'arrive à ce congrès, et puis, très intéressant en fait. Il y avait l'industrie, il y avait les centres de recherche, il y avait les villes, toute la problématique de l'aménagement des villes, il y avait des philosophes, il y avait des sociologues, et puis beaucoup d'énergie. Donc c'était que c'est vraiment une problématique qui passionne beaucoup de gens. Je dis, wow, ça c'est vraiment intéressant comme problématique. Je connaissais absolument personne. Sauf tout d'un coup, je vois un gars qui passe comme ça, puis je dis, lui je l'ai vu une fois une séance. Et puis c'était Raphaël Renier. Je vais vers lui, puis je fais, ah bonjour, on a dû se voir une séance, vous travaillez pour tel bureau de consultant. Puis il me fait, ah non, mais je viens de finir, maintenant je travaille chez Swisscom. Je suis, ah bon, puis vous faites quoi? Bah justement, j'ai été engagé pour développer des projets Smart City pour les villes, parce qu'en fait on a toutes les infrastructures, mais sur les étagères on n'a rien à vendre aux villes, donc là je suis en train d'identifier des villes pilotes. Je suis vous venez appeler. Mais justement j'allais appeler le chef de service pour voir si on peut faire quelque chose. Entre-temps, chemin faisant, donc là on est au mois de décembre, on fixe une séance pour le mois de février. Au mois de janvier, projet phare de la législature de la municipalité de Puy, la requalification des Champs-Élysées de Puy, qui s'appelle la rue de la Poste. Et puis pour ce faire, en fait, on voulait mettre en sens unique cette rue, etc. Puis on s'est dit, bon, on va faire une phase pilote.
comme ça on va mesurer la mobilité, etc. Puis, comme ça on pourra bien dimensionner tout ça. Recours d'un groupe de citoyens, le tribunal administratif cotonal leur donne raison et nous reproche de ne pas avoir les données pour faire la phase test qu'on voulait faire pour avoir les données. Donc, bon, la municipalité, ils se sont dit, bon, est-ce qu'on passe est-ce qu'on va au tribunal fédéral, puis ils ne voulaient pas rentrer en conflit frontal. Donc, c'était un échec, mais en fait, qui a permis de sortir des sentiers battus, parce qu'on a fait une grande étude participative, enfin une grande démarche participative sur tout le réaménagement du centre-ville avec la HESI Verdon. Et puis on a pu lancer cet observatoire de la mobilité avec l'idée d'utiliser justement le big data et de mesurer en fait les déplacements des personnes, enfin des groupes de personnes qui postent l'appui, les traces qui sont laissées sur les antennes de Swisscom, comme ça on ne rentre pas dans le téléphone portable, pour obtenir des indicateurs statistiques sur la façon dont les gens appréhendent le territoire, pour mesurer avant projet, pendant projet, après projet. Quand on dit aux citoyens, ouais, vous allez voir, on va vous faire un super aménagement, ça sera beaucoup plus attractif, il y aura beaucoup plus de monde dans le centre-ville, et ben, là on peut le mesurer, et si ce n'est pas le cas, ben, on dit bon, il y a un truc à corriger, et puis si c'est le cas, ben, tant mieux, c'était la bonne façon de faire. Donc voilà, on démarre avec ça. Alors là, je sors un peu de l'histoire, j'ai fait une toute petite modélisation de quelque chose d'agile. Ça c'est Raphaël Rollier là, chez Swisscom. Là c'est Vie depuis, je suis là, on est les deux au congrès Smart City à Bâle. Et puis en fait, il y a une idée, en fait, entre les deux, on se dit, ah bah tiens, et si on faisait un projet pilote? Puis après, chacun va vendre l'idée à sa direction. Alors pour Raphaël, c'était le conseil d'administration de Swisscom. Et puis pour moi, via mon chef de service, c'était la municipalité. Puis après, les deux, on reçoit le OK. Puis après, go, on finalise la chose avec un contrat entre les deux directions. Puis on peut démarrer le projet. Donc on voit qu'il y a quelque chose un peu de bottom-up, hein, comme on dit en patois vaudois. Et ça c'est assez agile et en fait on l'a utilisé à plusieurs reprises, je vais vous montrer. Alors, ce qui est rigolo, c'est que bon, là, en 2014, moi je ne connaissais rien du tout au Smart City. Puis en 2015, on était invité au Congrès national Smart City à Zug à présenter notre projet. Et puis il y avait l'État de Genève qui présentait avec nous, puis je me disais, ah c'est quand même incroyable, puis qui présente avec l'État de Genève. C'est dingue. Et puis, en fait, j'avais encore rien vu. Parce qu'en fait, dans les participants de ce congrès, il y avait le représentant de la Suisse auprès de la Commission européenne pour le Smart City. Et quand il a vu notre projet, il a dit, mais ça c'est génial. En Europe, ils ne peuvent pas faire ça parce que la société civile et les industriels, ils sont beaucoup trop, il n'y a pas de confiance, on ne peut pas faire un projet comme vous le faites en Suisse. Il faut absolument, j'en parle à la Commission européenne, il faut absolument que vous ayez présenté ça. Et on a été invité à l'Assemblée générale de l'Union européenne à Eindhoven. Alors là aussi c'était rigolo parce que la Suisse est pas membre de l'Union européenne, puis c'est 18 000 habitants. En plus ça, il y avait une votation sur la libre circulation, tout ce qui était H2020, donc pas super bien. Et au fait là, puis là-bas, voilà, on a bonjour, alors je vous présente la commissaire européenne au transport. Je dis bonjour madame, where do you come from? Je fais near Geneva. Ici. Bon. Voilà, donc là, c'est cette histoire de perméabilité des frontières. Bon, on voit que ça, là on a passé du niveau national au niveau européen. Et puis, de même, avec la même dynamique en fait, qu'avec Raphaël Rollier, on a lancé un partenariat avec les PFL, aussi une rencontre d'une personne, puis une séance, et le truc il était fait, il n'y a pas d'argent, chacun travaille l'un pour l'autre. Et là on en a notre deuxième master sur notre observatoire de la mobilité. Et puis là c'est cette semaine, donc il y a 3 jours, lundi 16 février, juste pour illustrer. Donc il y a Janely Pougala qui est étudiante à l'EPFL, qui défend son travail de master pour la phase 3 de l'observatoire de mobilité de Puy.
Ici, on a le professeur qui est dans un autre pays, qui parle via Skype pour la défense de mémoire. Là, on a un chercheur associé qui a encadré le travail de l'EPFL. Ici, on a notre spécialiste de mobilité de la ville de Puy. Là, on a la spécialiste mobilité de la ville de Morges qui vient en fait auditer le projet de Puy. L'année passée, c'était le contraire, c'était Puy qui auditait le projet de Morges. Et puis bon, on ne voit pas, mais à droite, en fait, il y a Swisscom qui est là aussi, parce que bon, voilà, on a travaillé tous ensemble. Donc là, on voit aussi cette perméabilité transversale dans les thématiques industrie, aussi au niveau des organisations. On travaille avec une industrie qui fait presque 1 milliard de chiffre d'affaires par mois avec les PFL. On voit aussi que le numérique, au niveau spatial, il y a quelqu'un qui n'est pas dans la salle, mais qui participe. Donc c'est des choses qui sont assez étonnantes, enfin, qui deviennent normales, mais c'est que moi je trouve ça quand même encore assez étonnant. Voilà, fin de la deuxième histoire. Troisième et dernière histoire, après on ira un peu plus dans le concept. L'histoire des indicateurs de l'UIT. Alors, l'UIT c'est une agence des Nations Unies, l'Union internationale des télécommunications, qui est en charge en fait du développement harmonieux des télécommunications à l'échelle mondiale. Donc c'est eux qui font les normes, ou qui accompagnent par exemple la 5G, etc., la communication avec les satellites, les sous-marins, les Natel, etc. Puis quand on voit le globe, là, chacun de ces petits points, c'est une ville. Il faut imaginer que comme ils doivent accompagner le développement de toutes ces villes. Puis l'autre chose, c'est que la thématique de la numérisation des villes, c'est un marché qui a une très très forte croissance. Actuellement, c'est plus de 1000 milliards de dollars par année. Et puis, ils estiment que 2025, on sera à 2500 milliards de dollars par année. Conséquence, les fournisseurs ils font des annonces tonitruantes sur le super capteur qui va résoudre tous les problèmes, le dernier système Big Data. Mais les villes font de même pour pouvoir attirer des entreprises, attirer les personnes qui vont payer des impôts. Donc pour l'UIT, au moment où ils ne savaient plus tellement objectivement qu'est-ce qui se passait, et ils se sont dit, comme dit le professeur Peter Drucker, you can't manage what you don't measure. Donc ils ont lancé un projet d'indicateurs statistiques. Et ce qui est assez intéressant, pour mesurer justement ce niveau de développement numérique, ce qui est intéressant, c'est qu'ils se sont dit, le numérique en fait en tant que tel, ça ne sert à rien. C'est qu'un outil, ça ne sert à rien. Je trouve que c'est pas mal pour les gens qui travaillent que dans le numérique. Et ils se sont dit ça va être au service de quelque chose. Alors ils se sont dit ça sera au service des Sustainable Development Goals des Nations Unies, donc les objectifs du développement durable. Et ils sont associés avec 15 agences des Nations Unies. Donc là ils ont aussi fait un travail assez collaboratif pour répondre à l'objectif numéro 11 qui est les villes durables et soutenables. Et ils ont développé, c'est la seule certification actuelle au niveau international, la méthode unie pour des villes intelligentes et durables, pas seulement intelligentes mais aussi durables, donc U4SSC. Voilà, puis en 2016, c'est la ville de Dubaï qui a été pilote, qui a été la première à faire l'audit. En 2017, c'est la ville de Singapour. Et puis en 2018, c'est la ville de Puy. Et la ville de Bizerte juste après. Donc il y a l'auditeur qui est venu de Toronto 2 jours à Puy, parce qu'ils veulent le même auditeur pour 50 villes dans le monde, parce qu'ils font un premier référentiel avec 50 villes. Là, il y a Moscou aussi qui vient de sortir son rapport. Nous, on est en train de finaliser le nôtre. Et puis, voilà la grande équipe de projet. Donc, en fait, même topo. En fait, Swisscom, quand l'UIT nous ont approchés, c'était aussi via Raphaël Relier, etc. Swisscom était très intéressé à participer à ce projet. Puis moi, j'aurais dit, je veux bien faire, mais je n'ai pas les ressources. Je dis, bon, pas de problème, on vous met à disposition un collaborateur. 1 à 2 jours par semaine pour faire cette récolte, travailler avec vous. Puis Mélanie Guibaud, elle a travaillé à peu près 1 année où on a non seulement récolté les données, fait la certification, mais après on a été plus loin dans la méthodologie, c'est-à-dire qu'on essayait de récolter toutes les valeurs cibles à atteindre d'après les lois suisses et les règlements suisses. Voilà, donc en mars 2018, on a passé cet audit. Et puis, il y a eu la remise du certificat à Malaga, en Espagne, le 26 avril, avec le représentant de Singapour, le représentant de Bizerte, le représentant de Puy, qui est devant vous,
Et puis aussi, le vice-chairman, c'est cette personne en fait, qui a participé à l'élaboration de la méthode, elle vient de Chine. Voilà. Donc là, on voit, et puis pour la petite histoire, comme on parle d'histoire, il était passé, on a reçu une gentille lettre d'une habitante d'Épalinges qui passait ses vacances en Tunisie. Quelle n'a pas été sa surprise en ouvrant la presse de Tunisie du jeudi 3 mai 2018 de voir que Puy était cité avec Singapour, Dubaï et Bizerte dans les 4 premières villes dans le monde à être certifiées par les Nations Unies avec cette certification. Voilà. Donc là, c'est rigolo aussi. En fait, c'est comme si les échelles, on ne sait plus à quelle échelle on est. Quoi. On n'avait pas l'Inge, on nous parle de Singapour. Enfin, voilà. Donc, j'ai fini avec l'étude d'histoire. Les constats comme ça, un peu, c'est dommage, manque de projet. Y a-t-il encore des limites spatiales? Parce qu'avant, il y a la commune de Puy, puis Podé, c'est ailleurs. Hein. Il y a la Podès qui passe à côté. Lausanne, il y a l'UHR, il y a un pont d'ailleurs qui a été emporté, on va le reconstruire. Il est tellement passé sur Lausanne. Y a-t-il encore des limites hiérarchiques? Bon, en fait, on se rend compte, voilà, on est avec le représentant de la ville de Singapour, on collabore un peu indirectement, mais on est 2 villes pilotes pour l'élaboration de la méthodologie, donc on fait partie des mêmes groupes d'experts aux Nations Unies. Il y a cette question de transversalité, on se rend compte, voilà, par exemple avec Swisscom, on travaille directement avec les data scientists, c'est-à-dire ils viennent à Puy, on se tutoie, on se connaît, ça fait maintenant 4 ans qu'on bosse ensemble, puis c'est vraiment, on fait presque partie un peu de la même organisation, même si on est deux organisations différentes. Il y a ce côté multidisciplinaire, puis il y a ce côté bottom-up, c'est-à-dire qu'on peut faire des propositions, si on les veut bien des organisations, ça redescend top-down, et puis on lance des projets. Alors, par rapport à ces constats, en fait, finalement, qu'est-ce qui se passe? Alors, repartons en arrière, et allons sur des choses qu'on connaît. La démarche, la dynamique silo, je pense que tout le monde connaît. Donc il y a un chef, il y a des sous-chefs, des collaborateurs. Et puis c'est pas mal critiqué, on dit ouais mais dynamique silo, c'est pas agile, j'ai entendu il faut faire exploser les silos, pas aujourd'hui, j'ai entendu, il faut faire exploser les silos, il faudrait les aplatir, ils sont vraiment maltraités actuellement ces pauvres silos. Mais en fait finalement ça sert à quoi un silo? Finalement, pourquoi il y a quelqu'un qui a monté un silo? C'est pour embêter tout le monde ou... C'est l'information d'une façon efficace. Ouais, effectivement, il y a un bon transfert d'informations. Mais ça va servir à quoi ce bon transfert d'informations? Fournir des prestations. Exactement. Le silo, il fournit en fait des prestations, soit des biens, soit des services, avec une qualité constante. C'est-à-dire que si je prends la ville de Puy, service d'électricité, quand un puyeron il appuie sur l'interrupteur, l'électricité doit s'allumer. Puis nous on ne peut pas dire si ça ne s'allume pas. Oui, écoutez, on est en train de faire un séminaire sur l'agilité. Maintenant il y a l'écoute les uns des autres. Oui, effectivement, on est au courant que ça ne s'allume pas. Mais... Donc toujours la même qualité. C'est un travail qui se fait par processus. Donc effectivement, par exemple, le carré de fouille, c'est typiquement quelque chose de silo. Il y a un processus, les gens ils ont des fonctions à l'intérieur, donc c'est un peu comme une mécanique. Hein, il y a pas tellement de liberté là-dedans, tu dois faire ça à tel moment. Donc c'est très fort, c'est très important ce silo en fait. C'est très important parce que reproduire la même qualité, c'est fondamental pour nos prestations de services publics. Par contre, ils ont un point faible, c'est pour ça qu'on les critique beaucoup aujourd'hui, c'est qu'ils s'adaptent difficilement au changement, voire pas du tout. C'est-à-dire que quelqu'un qui est dans un silo, du moment qu'il suit son processus, il est justifié, il a atteint sa mission, il n'a rien à dire. Même si finalement ça ne correspond plus à rien, c'est pas grave, il a fait ce qu'il a à faire. Et c'est pour ça qu'en fait, une deuxième dynamique, qui est la dynamique projet. Alors, il y a toujours les silos, désolé, ils sont toujours là. Là, en fait, le silo, en fait, il fonctionne très bien tant que son environnement ne se modifie pas. Mais tout d'un coup, si on reprend l'électricité, si on dit, bah voilà, maintenant il y a l'ouverture du marché de l'électricité. Ça signifie que, normalement, c'est Romande Énergie qui fournit l'électricité, bah, ça peut être n'importe qui fournit l'électricité. Puis, en plus, il y a les autoconsommateurs, c'est-à-dire vos clients qui vous achètent l'électricité, en fait, ils peuvent produire eux-mêmes l'électricité, c'est-à-dire que c'est plus vos clients.
et en plus, vous devez racheter, vous devez reprendre l'énergie qu'ils produisent en surplus. Bon, ben voilà, si on ne fait rien, on va droit dans le mur. Donc, quand il y a ça, changement de l'environnement, le responsable, enfin, le chef de service, il va dire bon, on va lancer un projet, ouverture du marché de l'électricité, pour voir comment on va adapter l'organisation à cette nouvelle donne. Donc, on va nommer un chef de projet. Lui, il va dire j'ai besoin de ces ressources à l'intérieur des silos. Le petit problème, c'est que ces ressources, elles sont affectées pour produire de la qualité. Donc, on va diminuer la qualité si on fait ça. Et c'est pour ça qu'en fait, il faut une plateforme de discussion. Là, on passe au management par projet. J'irai plus dans le détail si vous avez des questions là-dessus après. Voilà l'équipe de projet. Et puis, finalement, la dynamique gestion de projet, elle permet d'adapter l'organisation au changement de son environnement. C'est un état d'esprit complètement différent. L'autre, c'est plutôt quelque chose au niveau du groupe, la personne est à l'intérieur d'un processus, voilà, c'est assez froid comme ça. Là, on est beaucoup plus par objectif, donc c'est très individualiste. Les collaborateurs, ils n'ont plus des fonctions, ils ont des projets. Vous pouvez voir, par exemple, si moi je demande à la génération supérieure, il y avait beaucoup de processus par silo, nos parents, ils avaient des fonctions. Ils disaient, t'as quelle fonction? Aujourd'hui, on ne presse plus, t'as quelle fonction? On dirait, tu travailles sur quoi comme projet? Parce qu'on est beaucoup plus dans une dynamique projet aujourd'hui. Le point faible de la dynamique projet, c'est qu'on a souvent la tête dans le guidon, donc on a un manque de vision globale. Souvent, on croit qu'on résout un problème, effectivement on le résout, mais on dérègle quelque chose ailleurs. Donc ça, pour l'instant, on se dit, bon, ben voilà, ces deux grandes dynamiques, je crois qu'on les connaît assez bien. Après, il faut les articuler entre elles, etc. On se dit, bon, cette histoire de transversalité, spatiale, ouvert, hiérarchie ouverte, c'est où? Bon, en fait, probablement qu'il y a une nouvelle dynamique, c'est la dynamique de partage. Avec justement où les organisations elles mettent ensemble leurs ressources, puis cette dynamique, le but, c'est de mutualiser les ressources financières, techniques et humaines. Donc là, le collaborateur, il n'a plus une fonction, il ne travaille plus par projet, il est plutôt coordinateur, il va coordonner des organisations. Peut-être que le point faible de la dynamique de partage, c'est la dispersion. C'est-à-dire que si on commence à collaborer avec tout le monde, on ne sait plus où on est. Voilà, et puis pour clore cette présentation, par rapport à l'agilité finalement, alors là je parle pour moi, puis dans le cadre de ce que je vis à la commune de Puy, je dirais que l'agilité d'une organisation, c'est sa capacité à switcher d'un système à l'autre en fonction des besoins. C'est-à-dire, voilà, je rencontre quelqu'un, ah tiens, on pourrait travailler ensemble, tac, là je suis en mode collaboratif, mais après, tout de suite, je vais faire rapport muni, validation par la hiérarchie, là je suis en mode silo, et puis ensuite on lance le projet, là je suis en mode projet, puis après, etc. Et, moi il me semble que ça pourrait être une définition parmi d'autres, hein, bien sûr, de l'agilité. Voilà, je vous remercie. Et puis, volontiers, si vous voulez échanger des expériences, de vos expériences aussi. Avec plaisir. À vous la parole. Et le micro. Voilà. Bonjour, Camille Chapik, je travaille à la Direction générale de l'environnement, j'ai trouvé intéressant vos dernières réflexions également sur les organisations dans les collectivités publiques, enfin, pas seulement, mais en l'occurrence. Et j'aurais aimé savoir en fait comment vous avez traduit en fait votre constat à la finale. Est-ce qu'il a été traduit en fait au niveau de la commune de Puy ou pas, et si oui, comment? Alors, au niveau de la direction, qui a été traduit, on est plus dans l'expérientiel. Voilà. Mais en fait, on voit que ça fonctionne, les projets ils tournent, ils ont été mis en production, ils ont été cofinancés, donc ça fonctionne. Je voulais travailler là-dessus justement pour plus modéliser, j'ai encore pas eu le temps.
Par contre, tout ce qui est articulation entre silo et dynamique projet, ça c'est vraiment modélisé. Et d'ailleurs, j'ai mis 2-3 slides en réserve, si ça vous intéresse. Alors, voilà. Alors, classiquement, quand on sort des études, ouais, alors je vais assez vite, mais je pense que c'est on a un métier, hein, quand on sort d'apprentissage, on a un métier. On est dans l'opérationnel, on exécute et on fait partie de l'équipe de projet. Puis après, dessus, on a le chef de projet qui, lui, va être plutôt tactique, il est entre l'opérationnel et le stratégique. Et puis lui, il doit maîtriser sa gestion de projet. Alors, puis, on a co-développé avec les chefs de projet une méthode de gestion de projet la plus simple possible. C'est plus pour moi un rituel qu'un processus, parce qu'en fait il permet de libérer le chef de projet. Il y a un minimum de choses qu'il doit faire, et après ça va lui permettre de libérer sa créativité parce qu'il n'est plus du tout angoissé. Il sait que s'il fait ces 3-4 petites choses, il est libre de piloter son projet. Et puis par-dessus, on a la direction. Alors on est plus dans le stratégique, on travaille sur des objectifs qui généralement nous sont assignés par le programme de législature ou par des besoins du service. Et là on travaille de management par projet. J'ai le plaisir de faire mon travail de diplôme avec le professeur Emery, notamment là-dessus. Et puis là, en fait, toute l'organisation elle est organisée autour du projet. Donc on a un portefeuille de projet qu'on consulte 2 fois par année, on a un frigo avec toutes les idées. Et puis quand un chef de projet, en fait, quand on déclenche un projet, admettons par exemple libéralisation du marché de l'électricité, on va dire bon bah tiens on attribue à tel chef de projet. Le chef de projet il a un canevas qui s'appelle définition de projet, où il doit dire à quoi ça sert ce projet, pourquoi, les bénéfices, les livrables, les coûts, le planning, l'étude des risques, quelle communication, le développement durable, etc. Puis après il vient nous le présenter en direction. Puis là on a tous les chefs des silos. Et puis c'est là qu'elle a pesé des intérêts. Ah, mais alors j'ai besoin de telle personne pendant 2 mois. Ah, mais je peux pas, lui il va partir. Bon, ok. Et puis en fait, souvent il y a des itérations qui se font jusqu'à ce qu'elle soit stabilisée, cette définition de projet. Une fois qu'elle est stabilisée, le directeur, donc le municipal, il va signer, le chef de service il signe, le chef de projet il signe, on remet au chef de projet, on lui donne le mandat, et c'est lui le chef. Ça veut dire que le municipal, s'il intervient dans le projet sans passer par le chef de projet, moi en tant que coordinateur, c'est mon rôle, je vais aller blâmer le municipal. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Et du coup, le chef de projet, après, il est complètement libre, il a toutes les ressources nécessaires pour piloter son projet. Et après, on a encore une 4e couche, c'est la couche politique, qui est beaucoup plus sur la mission, on a le point de législature, et puis là, bah, c'est la municipalité et le conseil communal. Voilà, donc on a un petit guide du chef de projet. Ceux qui sont intéressés, vous m'envoyez un mail, je vous l'envoie. Puis ça c'est notre portefeuille de projet. Voilà. Quelques mots, comment c'est articulé. Vous aurez accès par ailleurs au support visuel, à part celui du CHU pour les questions de droit d'auteur. Tous les autres seront disponibles dans les jours qui viennent. D'autres questions ? Il y a du grain à moudre, on dirait, en Saint-Christophe. Eh bien, si ce n'est pas le cas, un grand merci encore, Alexandre, pour cet apport.